Bonjour, aujourd'hui une nouvelle vidéo, la 5e sur 7 du cursus Comment devenir meilleur plongeur avec le cursus Solo Diver. Apprendre à plonger dans le parc national des Calanques. Devenir moniteur de plongée. Changer de vie, devenir pro de la plongée loisir. Se former sur les épaves de la Méditerranée. Découvrir la biologie sous-marine. Devenir plongeur, devenir plongeur, recycleur. Bonjour, c'est Vincent, l'école de plongée Aquadomia, un spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure du débutant au moniteur de plongée loisir et au moniteur de plongée tech à Marseille, Parc National des Calanques. Alors aujourd'hui, le 5e cours sur 7 de la formation Solo Diver. Je rappelle que le but n'est pas forcément de vous faire plonger seul, mais surtout de vous faire devenir meilleur plongeur pour que vous puissiez gérer vous-même vos urgences sans forcément avoir besoin de votre binôme. Et le chapitre 5, il va concerner tout ce qui concerne les dérapages, rester trop longtemps, aller trop profond ou être perdu. Donc qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que faire en cas de décompression d'urgence. Je vous rappelle que dans le cursus Solo Diver, on reste dans la courbe de sécurité, donc sans palier de décompression obligatoire, hormis le palier de sécurité de 3 minutes à 5 mètres. On va voir le déni de l'accident. On va voir tout ce qui est piégeage et emmêlage. On va voir tout ce qui est ligne de sortie d'urgence. On va voir rester sur son chemin, gérer son trajet, gérer son orientation et savoir définir ses limites personnelles de distance. Alors, ce qu'il faut savoir en termes de décompression d'urgence, il faut savoir que toute plongée, de toute façon, est une plongée avec décompression, puisqu'on sature, on désature, même si on n'a pas besoin forcément d'un palier de décompression obligatoire. Mais certaines requièrent plus de décompression que d'autres. Alors, ce qui est important, c'est de suivre le profil de votre ordinateur pour rester dans l'anneau d'écolimite. Et ne pas hésiter à utiliser du gaz de secours si c'est nécessaire, mais qui ne devrait être que du gaz d'urgence pour faire votre palier si jamais vous arriviez par erreur à arriver dans la zone de décompression. Lorsque vous faites une plongée avec décompression, ce qui est recommandé dans ce système américain, où je vous rappelle que là on reste dans la plongée loisir, donc plongée sans décompression, si vous avez de la décompression obligatoire à faire, vous la faites, surtout vous buvez beaucoup d'eau et vous ne plongez pas pendant au moins 24 heures, une journée. Alors attention à ne pas faire de déni. Si vous ne vous sentez pas bien après une plongée, c'est probablement un accident de décompression et dans ce cas-là, il faut prévenir les secours. Et donc, soyez honnête avec vous-même. Ne pas hésiter à avoir le traitement nécessaire. Le traitement nécessaire, c'est de l'eau, de l'oxygène et être mené en caisson de recompression si les médecins qui vous prennent en charge le jugent nécessaire. Donc, pour ça, bien sûr, avoir l'assurance qui va bien. Et puis, rassurez-vous, un accident de décompression, ça ne veut pas dire que vous êtes un mauvais plongeur ou que vous avez fait une erreur. Il y a beaucoup d'accidents qui arrivent alors que toutes les procédures ont été respectées. C'est généralement ce qu'on appelle des facteurs favorisants qui sont intervenus. Pour ça, je vous renvoie à d'autres cours sur cette chaîne. Alors, en ce qui concerne le piégeage et l'emmêlement, le piégeage, généralement, c'est ce qui arrive quand on fait de la plongée sous plafond, par exemple avec une épave, quelque chose qui tombe et qui bouche l'entrée, ou dans une grotte. Normalement, en plongée solo diver, ça ne devrait pas vous arriver puisque ça vous est interdit. L'emmêlement, c'est plutôt être pris dans une ligne ou un filet de pêche, et c'est pour ça qu'il est intéressant d'avoir plusieurs objets coupants. Ici, vous en avez qui sont montrés avec des couteaux relativement traditionnels, avec des dents plus ou moins nombreuses, des cisailles ou ce qu'on appelle l'easy cut, une petite lame de rasoir, très pratique pour s'échapper d'un bête fil de pêche qui vous garde bloqué au fond, en fait. Donc, ce qui est pas mal, c'est de savoir utiliser ces objets coupants, de savoir les localiser et de savoir s'en servir, bien sûr. Alors, ensuite,
tout ce qui est ligne de secours et puis tout ce qui est parachute est très utile, hein, notamment un parachute à soupape, hein, plutôt semi-fermé ou fermé, avec un dévidoir, hein, qui peut être utile pour plusieurs situations, soit pour poser un fil d'Ariane, soit pour servir de redondance de flottabilité au cas où vous ayez un problème sur votre gilet ou votre combinaison étanche. Et puis ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces outils-là, hein, au début c'est un cauchemar quand on les utilise, donc vous allez le voir durant votre formation, et puis après n'hésitez pas à pratiquer, hein, pour pouvoir s'en servir, hein, puisque c'est des outils très pratiques qui peuvent servir aussi bien pour le repérage au fond en cas de problème, ou comme ligne de remontée, en fait. Alors ce qui est important, c'est de rester sur votre chemin, et pour cela d'avoir bien défini votre chemin en amont, hein. Et ce qui est bien, c'est mentalement d'avoir toujours ça en tête, sa position par rapport à la sortie, savoir où l'on s'en trouve, hein. Donc toujours se sentir confiant par rapport à ça, et puis tracer son trajet avant de partir et suivre ce trajet, hein, sans se distraire, hein, c'est-à-dire toujours en gardant à l'esprit où est-ce qu'on peut être. Donc c'est pas mal d'utiliser des ardoises comme il est présenté ici, avec un compas, pour noter la configuration du site, les différents points de repère pour lesquels on va aller, hein. Donc ça peut aller de quelle est notre cible quand on va descendre, quel est le point où on va tourner, quel est le point de demi-tour, et quel est le point où on va faire son palier de sécurité. Donc ça, c'est pas mal de définir sa route, de la tracer et de la respecter par la suite, hein. Donc par exemple ici un trajet de navigation, hein, où je vais, alors pour mesurer la distance, on va pouvoir utiliser soit le nombre de barres consommées, soit le nombre de cycles de palmage, hein, c'est-à-dire compter les respirations par l'intermédiaire du manomètre, ou compter les cycles de palmage. Ici, par exemple, on peut imaginer qu'on fait 30 coups de palme, ou un certain nombre de barres prédéfinies. Puis ensuite, on va faire 10, 10, 10, 10, 10, 10, puis 15, et on fait 45 au retour, hein. Je vous laisse regarder le schéma pour comprendre, hein, mais être bien clair dans sa tête par rapport à ce qu'on va faire. Donc ce que je viens de dire, ça peut être soit des cycles de palmage, soit des nombres de barres à étalonner, bien sûr, par rapport à votre calcul de consommation qu'on aura fait en début de formation, hein. Donc pour ça, c'est pas mal de mesurer, d'avoir une idée de la distance à parcourir, de compter soit sa respiration, soit suivre son manomètre, et puis de bien être conscient du nombre de cycles à faire. Alors ensuite, hein, le compas, bah, c'est bien d'avoir un compas qui peut être soit électronique, soit mécanique, comme celui que je vous présente ici, hein. Donc avec un compas qui doit être porté bien à plat, soit vous le verrez pendant votre formation, hein, sur lequel on va utiliser la ligne de foi qui est en rouge, hein, qu'on va fixer, et puis on va utiliser ici la bague rotative pour la pointer pour mettre le nord sur le 0 par exemple, hein. Et puis au fur et à mesure, donc on va suivre sa ligne de foi en ayant toujours le nord dans le 0 par exemple, et puis on va prendre des points successifs tout en comptant soit son nombre de ventilations, soit en suivant le nombre de barres consommées, soit le nombre de cycles de palmage. Et puis bien sûr, il est important de connaître votre distance limite personnelle, hein, c'est-à-dire la distance à laquelle vous pourriez éventuellement sortir de votre point de sortie prévu sans avoir de soucis, hein, d'essoufflement pour revenir. C'est-à-dire déterminer la distance maximale de laquelle vous pouvez vous écarter, de façon à ce que si vous aviez à faire surface, vous puissiez rentrer sans problème. Donc ça, c'est une distance qui est variable de jour en jour en fonction de votre condition physique, en fonction de votre niveau d'énergie, de votre entraînement, de l'environnement et des conditions. Et toujours utiliser au maximum, 40% de votre maximum, de façon à garder une marge de sécurité et ne pas être limite, sortir votre zone de confort. Donc, ce que l'on a vu dans cette présentation, c'est faire attention au temps, à la profondeur et votre position par rapport au point de sortie. Ça, c'est très important pour chaque plongée solo, hein. Attention, hein, rappelez-vous que vous êtes habilité à faire des plongées sans décompression, et toute
décompression d'urgence est risquée. Hein. Là, se perdre, c'est un risque également, donc il faut bien maîtriser l'orientation. Et puis, vraiment s'entraîner sur les compétences d'orientation, utiliser un compas, etc. Et puis, il est important de commencer à pratiquer dans des conditions très simples qu'on va pouvoir étendre progressivement. Alors maintenant, je vais vous poser quelques questions et je vous remercie de mettre votre réponse en commentaire. Vous pouvez aussi me poser des questions relatives à la formation plongée avec, s'il vous plaît, un petit bonjour, une formule de politesse. Donc, quels sont les 3 éléments principaux que vous avez retenus de cette présentation concernant la décompression d'urgence, le fait d'être piégé ou emmêlé et le fait d'être perdu. Merci de répondre dans les questions ici. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, je vous la rembourse. Pour en voir d'autres, abonnez-vous à la chaîne Aquadomia Formation Plongée. Et puis, je vous dis à très bientôt. Apprendre à plonger dans le parc national des Calanques. Devenir moniteur de plongée. Changer de vie, devenir pro de la plongée loisir. Se former sur les épaves de la Méditerranée. Découvrir la biologie sous-marine